Le 10 avril, Agathe Hilleret, 26 ans, disparaît mystérieusement lors de son jogging dans un bois de la Vienne. Sportive, discrète, elle connaissait parfaitement l'itinéraire emprunté ce jour-là. Mais elle ne rentrera jamais chez elle. Les recherches s'organisent, gendarmes, drones, chiens renifleurs, tout était mis en œuvre. Pourtant, aucune trace. Ce n'est que le 4 mai qu'un promeneur découvre son corps en décomposition à plusieurs centaines de mètres du sentier habituel. Un détail intrigue immédiatement les enquêteurs. Pourquoi se trouve-t-elle là? Que s'est-il passé entre sa disparition et la découverte macabre? La montre connectée d'Agathe, retrouvée à son poignet, va devenir un élément clé de l'enquête. Elle contient des données précieuses sur ses derniers instants. Les premières analyses vont bientôt révéler une vérité glaçante. Agathe n'est pas morte naturellement. Un drame s'est joué dans le silence du sous-bois. Lorsque les enquêteurs récupèrent la montre connectée d'Agathe Hilleret, encore attachée à son poignet au moment de la découverte de son corps, ils savent immédiatement qu'il s'agit là d'un élément essentiel. À l'ère du numérique, les objets connectés sont devenus des témoins silencieux capables d'enregistrer des données précieuses, rythme cardiaque, itinéraire GPS, heures d'activité ou d'inactivité. Dans le cas d'Agathe, ces données vont bouleverser la compréhension de ce qui lui est arrivé entre le 10 avril, jour de sa disparition, et le 4 mai, date de la macabre découverte. La montre révèle en effet une information capitale. Une augmentation brutale de la fréquence cardiaque suivie immédiatement d'un arrêt net du rythme cardiaque. Pour les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, il ne fait aucun doute. Agathe a subi un événement extrêmement stressant, possiblement une agression, qui a entraîné une réaction physiologique violente. Ce type de variation cardiaque est généralement observé dans des situations de fuite, de panique ou de combat. En langage simple, Agathe a couru pour sa vie. Cette hypothèse est renforcée par l'analyse de l'itinéraire enregistré par le GPS de la montre. Il montre une trajectoire inhabituelle. La jeune femme ne suivait pas son parcours de course habituel. Au lieu de rester sur le sentier principal qu'elle empruntait chaque semaine, Agathe bifurque brusquement vers un chemin secondaire plus isolé. C'est précisément à cet endroit que son rythme cardiaque s'accélère. L'instant suivant, plus aucun signe de vie. Un détail d'importance retient l'attention des enquêteurs. Cette zone correspond exactement à l'endroit où les chiens de la gendarmerie avaient démarqué une piste avant de perdre la trace d'Agathe quelques jours après sa disparition. Les chiens avaient donc raison. Ils avaient identifié le lieu où la jeune femme avait probablement vécu ses derniers instants. Mais alors, pourquoi son corps n'y a-t-il pas été retrouvé? Pourquoi aura-t-il fallu attendre près d'un mois et la découverte fortuite d'un promeneur pour retrouver son cadavre à plusieurs centaines de mètres de là? La réponse, tragique, est désormais considérée comme une évidence par les enquêteurs. Le corps d'Agathe a été déplacé. Après sa mort, une ou plusieurs personnes ont transporté sa dépouille depuis le lieu du drame vers une zone plus isolée. Ce n'est pas un détail anodin. Cela signifie deux choses fondamentales. Agathe n'est pas morte de manière naturelle ou accidentelle, et quelqu'un a voulu dissimuler son corps. Dès lors, l'enquête change de nature. Ce n'est plus une disparition inquiétante ou un simple accident en forêt. C'est une affaire criminelle. Et dans ce contexte, la montre connectée devient une pièce à conviction aussi déterminante qu'un témoignage ou qu'un enregistrement vidéo. Elle offre une chronologie précise, une localisation et une analyse physiologique de la victime. Un faisceau d'éléments qui, mis bout à bout, exclut toute hypothèse accidentelle. Les experts évoquent également la possibilité que la jeune femme ait été prise au piège, suivie ou interceptée par son agresseur. La modification soudaine de son trajet, la brutalité de l'élévation du rythme cardiaque et le lieu précis de son décès laissent supposer qu'elle aurait tenté d'échapper à une menace. Peut-être a-t-elle été attirée vers cette zone, ou bien a-t-elle été poursuivie. Dans tous les cas, elle n'était pas seule dans ce bois. Autre élément troublant, l'absence de lutte visible sur le corps. Mais cela peut s'expliquer. En effet, l'autopsie n'a pu être pratiquée que plusieurs semaines après la mort et l'état de décomposition avancé du corps a rendu impossible toute lecture précise de blessures, de fractures ou de traces de strangulation. Il est également impossible, à ce stade, de déterminer si Agathe a été victime d'agression sexuelle. Les éléments biologiques nécessaires à une telle analyse ont été détruits par le temps et les conditions extérieures. Les enquêteurs n'ont donc que très peu de preuves matérielles directes, pas de témoins visuels, pas de caméras dans cette zone boisée, pas d'empreintes ou d'objets suspects retrouvés à proximité du lieu de découverte du corps. Mais la technologie a permis une avancée capitale. La mort d'Agathe n'est pas un accident. Et plus encore, elle n'est pas morte là où on l'a trouvée. S'il peut sembler anodin, est au cœur de l'enquête. Car cela signifie que la scène de crime a été effacée, brouillée, déplacée, c'est la marque d'une volonté de dissimulation, voire d'un certain sang-froid. L'auteur de ce crime ne semble pas avoir agi dans un accès de colère ou de panique. Il ou elle a pris le temps de cacher le corps, de le déplacer, peut-être même de nettoyer la scène initiale du drame.
La disparition d'Agathe Hilleret n'était donc pas une simple tragédie accidentelle. Tous les éléments convergent désormais vers une même certitude. Elle a été tuée. Pourtant, malgré cette avancée majeure, l'enquête reste d'une complexité redoutable. Car si l'on sait maintenant qu'un crime a été commis, on ne connaît toujours pas l'identité du coupable ni ses motivations. Et surtout, les enquêteurs doivent faire face à une scène de crime qui n'existe plus. Ou plutôt, qui a été soigneusement effacée. L'un des défis majeurs pour les gendarmes est de distinguer deux lieux clés dans cette affaire, celui où Agathe est probablement morte, identifié grâce à sa montre connectée et à l'odorat des chiens, et celui où son cadavre a été retrouvé, dans un sous-bois reculé à plusieurs centaines de mètres. Cette dissociation n'est pas anodine. Elle implique une intention claire de la part du tueur de brouiller les pistes. En d'autres termes, ce que les enquêteurs ont découvert le 4 mai n'est pas la scène du crime, mais une mise en scène. Déplacer un corps n'est jamais anodin. Cela demande du temps, de l'organisation, du sang-froid. Il faut pouvoir transporter un cadavre sans se faire repérer, choisir un endroit isolé et s'assurer qu'il ne sera pas retrouvé trop rapidement. Dans le cas d'Agathe, cela a fonctionné. Près d'1 mois s'est écoulé entre sa mort et la découverte de son corps. Une période cruciale pendant laquelle les indices les plus précieux, ADN, empreintes, traces de sang, vêtements déplacés, ont pu disparaître, altérés par les intempéries, les animaux, la végétation. Pire encore, l'autopsie elle-même n'a pu livrer que très peu d'enseignements. Pratiquée tardivement, sur un corps en décomposition avancée, elle n'a permis ni de détecter des fractures, ni de confirmer un étranglement. Aucune trace d'arme blanche, de contusion évidente ou d'agression sexuelle n'a pu être formellement identifiée. Les légistes ont été contraints de conclure à une mort suspecte sans cause formellement déterminable. Une impasse médico-légale frustrante tant pour les enquêteurs que pour la famille. Mais cette absence de preuves directes ne signifie pas absence de preuves tout court. Car le faisceau d'indices circonstanciels, lui, ne cesse de s'étoffer. L'analyse comportementale du tueur présumé est en cours. Déplacer un corps n'est pas seulement un acte pratique, c'est un message. Cela peut indiquer une volonté de contrôle, un besoin de cacher une scène de lutte, ou même une volonté de laisser le corps être trouvé plus tard, dans un contexte différent. Certains criminels tentent ainsi de manipuler le récit du drame. D'autres cherchent à gagner du temps, à effacer leurs traces, ou à envoyer un signal à d'éventuels témoins silencieux. Dans ce contexte, les enquêteurs ont dû revoir toutes leurs méthodes de travail. Ne pouvant compter sur une scène de crime classique, ils se sont tournés vers l'environnement numérique et social de la victime. Qui Agathe voyait-elle régulièrement? Avait-elle récemment eu des différends avec quelqu'un? Était-elle suivie? Harcelée? Un ex-compagnon jaloux? Un admirateur secret? Un collègue envieux? Toutes les pistes sont explorées. Son téléphone portable, ses réseaux sociaux, ses échanges de messages et ses déplacements des semaines précédentes sont minutieusement analysés. Le moindre détail pourrait faire la différence. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Les enquêteurs ont également relancé l'appel à témoins. Ils cherchent à interroger tous les promeneurs, coureurs, chasseurs ou habitants ayant circulé dans la zone du bois viennois autour du 10 avril. Peut-être quelqu'un a-t-il croisé Agathe ce jour-là? Peut-être un véhicule suspect? A-t-il été garé près du sentier isolé? Le moindre souvenir, même diffus, peut permettre de faire avancer les recherches. Ce que les enquêteurs savent désormais, c'est que la personne qui a tué Agathe connaissait probablement bien la zone. Le choix du lieu où le corps a été déplacé n'est pas le fruit du hasard. C'est un endroit difficile d'accès, hors des sentiers fréquentés, et où l'on ne passe jamais par accident. Cela laisse penser que le tueur a agi avec une connaissance précise du terrain, voire qu'il s'agirait d'un local, quelqu'un du coin. Un détail qui resserre peu à peu l'étau. Le dossier judiciaire, lui, s'est alourdi. Le parquet de Poitiers a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire. L'affaire a été confiée à un juge d'instruction. Un nouveau cap est franchi. Désormais, c'est bien un meurtrier que l'on traque. Le caractère prémédité du crime n'est pas encore confirmé, mais l'ensemble des éléments, déplacement du corps, absence de mobile apparent, effort de dissimulation, suggère un acte réfléchi et volontaire. Dans la presse, l'émotion grandit. L'affaire Agathe devient un symbole. Celui d'une jeune femme sans histoire, victime d'une violence que rien ne laissait présager, celui d'une société qui doit encore redoubler de vigilance pour protéger celles et ceux qui, chaque jour, s'aventurent seuls, en forêt, dans la rue ou simplement sur leur chemin habituel. Désormais convaincus qu'Agathe Hilleret a été assassinée, les enquêteurs poursuivent leur travail avec une détermination redoublée. La pression médiatique est intense, l'émotion publique considérable et les proches de la jeune femme attendent des réponses. Face à cette attente, la gendarmerie intensifie la traque du tueur en explorant toutes les pistes, en recoupant les moindres indices et en traquant la moindre incohérence dans les témoignages. Une cellule d'enquête spéciale a été constituée, réunissant des enquêteurs chevronnés, des analystes comportementaux et des experts en criminalistique. Leur mission,
identifier le ou les auteurs de ce crime, reconstituer le scénario exact des faits et comprendre pourquoi Agathe a été prise pour cible. Rien n'est laissé au hasard, l'environnement personnel de la victime est passé au crible. Chaque ami, collègue, voisin, ancien compagnon est interrogé. Les gendarmes cherchent des tensions, des disputes passées, des comportements suspects. Une personne de son entourage aurait-elle pu lui tendre un piège? Aurait-elle rencontré quelqu'un via une application ou un réseau social ce jour-là sans en parler à ses proches? La piste d'un inconnu n'est pas écartée pour autant. Un prédateur isolé, un individu de passage connaissant la forêt, aurait pu l'attendre ou la surprendre. La gendarmerie vérifie donc la présence d'éventuels récidivistes dans la région, de profils connus pour des faits similaires ou des agressions sur des femmes. Des comparaisons ADN sont en cours à partir de traces résiduelles prélevées sur les vêtements d'Agathe. Bien que fortement altérés, dans l'espoir de retrouver un profil exploitable, les enquêteurs exploitent également les images de vidéosurveillance de la région, même éloignées de plusieurs kilomètres de la scène. Entrées de sentiers, parkings forestiers, routes secondaires, commerces. Chaque image est examinée pour repérer un véhicule suspect ou une présence inhabituelle dans les heures entourant la disparition d'Agathe. Des centaines d'heures de vidéos sont visionnées. Les bornes téléphoniques proches du bois ont également été analysées pour détecter d'éventuels téléphones actifs au moment des faits. Pendant ce temps, la famille d'Agathe vit dans l'attente et la douleur. Très discrète, elle a exprimé à travers son avocat une volonté de vérité et de justice, mais sans verser dans l'émotion publique. Les parents d'Agathe refusent d'imaginer que l'affaire puisse rester non résolue. Leur fille, décrite comme douce, investie, généreuse, ne menait pas une vie à risque. Elle ne fréquentait pas de personnes douteuses. Elle ne craignait rien, ni personne. Le fait que son corps ait été dissimulé et que sa montre ait permis de découvrir l'endroit de sa mort constitue pour eux une forme d'injustice supplémentaire. Quelqu'un a tout fait pour effacer ce crime. L'affaire Agathe Hilleret, à mesure qu'elle prend de l'ampleur, suscite aussi une prise de conscience nationale. Dans plusieurs villes, des marches blanches et des veillées en hommage à Agathe ont été organisées. Des femmes témoignent de leur peur lorsqu'elles courent seules, même en plein jour. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Joshua Justice pour Agathe est largement relayé, symbolisant le besoin de réponse, mais aussi l'exigence de sécurité pour toutes les femmes. Sur le plan judiciaire, l'information ouverte pour homicide volontaire permet aux enquêteurs de mener des actes d'instruction plus poussés. Perquisition, mise sur écoute, confrontation. Un juge d'instruction, saisi du dossier, peut également demander des expertises complémentaires. Une reconstitution virtuelle, à partir des données GPS, un profil psychologique du tueur, ou encore l'examen plus approfondi d'indices vestimentaires retrouvés avec le corps. Mais malgré tous ces moyens, l'enquête reste confrontée à un obstacle redoutable, le silence du coupable. Aucun aveu, aucune revendication, aucun élément décisif ne permet pour l'instant de cibler une personne précise. Le risque est réel, que l'affaire s'enlise, que le temps joue en faveur du tueur, que les preuves s'effacent peu à peu. Pourtant, les gendarmes veulent se croire à une issue, chaque enquête est une mécanique lente mais tenace. Et parfois, un détail oublié, une erreur de l'assassin ou un témoignage inattendu suffit à tout faire basculer. Une silhouette dans une vidéo, un objet abandonné dans les bois, un souvenir ravivé des semaines plus tard peuvent faire éclore la vérité. Dans ce type d'affaires, la justice ne se mesure pas à la rapidité, mais à la persévérance. Et dans le cas d'Agathe, le devoir de vérité dépasse largement le simple cadre judiciaire. Il s'agit de rendre hommage à une jeune femme que rien ne prédestinait à une telle fin. Il s'agit de réparer une injustice cruelle, de mettre un nom sur un acte inqualifiable et d'envoyer un message clair à ceux qui pensent encore pouvoir tuer et disparaître dans l'anonymat. Le visage d'Agathe hante désormais les mémoires, souriante, vive, aimante. Elle n'est plus là, mais son histoire, elle, demeure comme un appel à la vigilance, à la justice et à la mémoire collective. La France tout entière attend que le voile soit levé sur ce mystère, que la vérité éclate et que celui ou celle qui a mis fin à sa vie soit enfin identifié et jugé. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention, votre présence et votre engagement comptent énormément pour nous. Chaque vue, chaque commentaire, chaque geste de soutien permet de faire vivre la mémoire d'Agathe et de mettre en lumière des vérités trop souvent ignorées. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et témoignages exclusifs. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre avis, vos ressentis ou simplement un message de soutien peuvent ne faire toute la différence. Un petit like et un partage sont aussi de puissants moyens pour que cette histoire touche d'autres consciences. À très vite dans une nouvelle vidéo et merci encore pour votre fidélité. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent plus parler.